Au Maroc, des centaines de jeunes filles quittent chaque année les campagnes pour partir travailler comme domestiques dans les grandes villes. Les plus jeunes n'ont même pas 10 ans. Ici, on les appelle les petites bonnes. Amina était l'une d'entre elles. À 12 ans, elle a été embauchée par une famille aisée de Casablanca. 3 années d'une enfance volée. Leur comportement n'était pas correct. La nuit, ils me laissaient dehors et ils ne me donnaient que les restes du repas à manger. Ils ne prenaient pas du tout soin de moi. Je ne veux plus jamais travailler comme ça. Je veux juste aller à l'école. Le système est rodé. Les employeurs passent par des intermédiaires comme Abdallah. S'il lui refuse de recruter des enfants, les autres ne sont pas aussi scrupuleux. Moi, j'ai le téléphone de tous les intermédiaires de Casablanca, Mohamedia et Birjdine notés dans mon agenda. Celui qui veut une bonne, il m'appelle et je vais lui chercher la fille à la campagne en fonction des disponibilités. Ensuite, quand on s'est mis d'accord, je la ramène. C'est comme ça que ça se passe. Loin de leur famille, déscolarisées, les petites bonnes se retrouvent à la merci de leur employeur. Le malheur, c'est que ces enfants n'ont aucun droit. Je dis aucun droit. Ils travaillent comme des esclaves. Ils sont toujours maltraités. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils dorment dans le jardin. Ils n'ont pas le droit de jouer, n'ont pas le droit d'exprimer, de s'exprimer, n'ont aucun droit. Si au Maroc, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit, la loi est très rarement respectée. Au ministère du Développement social, on prépare donc un nouveau texte bien plus sévère. Pour les intermédiaires et les employeurs, actuellement, quand ils emploient une petite fille de moins de 15 ans révolue, à la limite, ils ne risquent rien. Cette loi, en fait, va venir pour en même temps régir le travail des gens de maison et en même temps criminaliser. Surtout, ce qui est important, c'est ça. C'est criminaliser justement et les employeurs et les intermédiaires en cas de récidive. Mais reste la question de la précarité qui pousse les familles rurales à envoyer leurs filles travailler comme domestiques. C'est une question de survie. Ces personnes ils vivent dans l'isolement, dans la précarité et c'est des personnes qui sont aussi analphabètes. Il faut leur donner, leur assurer des moyens pour survivre. Dans la société, les langues se délient. Plusieurs cas de torture ont été dénoncés. Et les victimes ne sont pas seulement marocaines. De plus en plus de domestiques sont amenés de l'étranger. Tous les jours, je dormais sur un balcon. Je n'avais pas de vêtements. Tout le monde pouvait me voir. Je n'avais rien à manger. Ils me faisaient boire de l'urine. Ils me frappaient beaucoup, tous les jours. Si l'État semble enfin décidé à combattre ce fléau, le plus difficile sera sûrement de changer les mentalités.
Selon lui, il serait sur écoute. Bon, à mon avis, c'est juste que la police marocaine voulait écouter ma chronique en avant-première. Ah, c'est logique, c'est des gens de qualité, des gens de goût. D'ailleurs, Omar, il sortait tout juste de garde à vue. J'ai passé 48 heures de garde à vue. Et il a du bol d'être sorti parce qu'ils sont encore 400 prisonniers dans les prisons marocaines à se reposer peinard aux frais de la princesse qui s'appelle là-bas Mohamed VI, M6, hein, voilà, comme la chaîne, mais sans Bernard de la Villardière qui tapine à l'intérieur. Et Omar, il était très remonté contre M6 qui prend des décisions donc contre son peuple. Ce sont des décisions qui sont prises unilatéralement par le roi, qui sont conçues par le cabinet royal. Et nous, on a Emmanuel Macron, c'est pareil. Hein. Absolument, mais attendez-vous à trop copier le Maroc, attendez-vous à ce que les gens sortent dans la rue. Alors là, ça m'étonnerait. Non. Personne sortira dans la rue ici. On l'aime, notre roi. Évidemment, il y a bien 2-3 feignasses là qui manifestent, mais ça, c'est rien du tout. Et puis après, les merguez doivent être meilleurs. Hein. Ça serait logique, ça vient de là-bas directement. Dans l'enlèvement, on a vu des images de torture. Le roi a choisi le camp de la police. Mais c'est pas possible parce que notre président à nous, Emmanuel Macron, il dit que le roi du Maroc, il est formidable. Donc comme notre président, il est formidable, il doit avoir raison. Vu comment la France tire profit du Maroc, je ne vois pas comment un président français pourrait critiquer la politique au Maroc. Ouais, alors tire profit. Bon, disons qu'on a des relations privilégiées avec notre partenaire, le gouvernement marocain. On leur vend des choses, voilà. Par exemple, les armes anti-émeutes de la police marocaine, c'est nous qui les avons vendues. Vous voyez, c'est du win-win en fait, c'est un partenariat tout simplement. France-Maroc, ça marche. D'ailleurs, le roi du Maroc, il fait quoi? Le roi, il passe quasiment le tiers de son année en vacances à l'étranger, notamment en France. Et il ne revient ici que pour prendre des décisions, pour recevoir des officiels ou pour présider des conseils des ministres ou pour faire un discours royal. Il vient chez nous parce qu'on le reçoit bien, parce qu'on est un beau pays. Oui. Bah oui, quand même, merde. Attends, on est la patrie de Victor Hugo et de Jérém Star, de Jean Jaurès et de Raquel Garrido, de Mélanie Bauer et de la musique populaire. Et puis, je vais vous dire, c'est win-win, je vous dis, c'est un échange. On leur envoie aussi, nous, nos plus brillants esprits. Les Jacques Lang, les Douste Blazy, les BHL, les DSK. Ils vont tous dans cette belle ville de Marrakech, n'est-ce pas, Omar? Il faut voir les horreurs que vivent les enfants à Marrakech, que vivent les femmes à Marrakech. Il y a une réputation de ville de prostitution, et notamment dans les stars, des personnalités françaises. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un livre sur Yves Saint-Laurent, c'est ça? Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, au Maroc, ils ont fait des drames et des tragédies. Non, alors attendez, non, c'est impossible que Pierre Berger, il ait fait des drames et des tragédies. C'est un héros, tout le monde l'a dit, voilà, quand il est mort. Et à mon avis, je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il finance des campagnes électorales. Je pense que ça n'a pas de rapport. Et puis Pierre Berger, il avait dit pour la GPA, rappelez-vous, que le ventre des femmes était comparable au bras des ouvriers. Ouais, c'est un chic type, Pierrot. Hein, il a jamais eu le prix Simone de Beauvoir, d'accord? Mais bon, c'est un bon bougre, c'était un bon bougre. D'ailleurs, les femmes, je vais vous dire, à un moment donné, ça va, elles nous emmerdent un petit peu en ce moment. Scandale. Fabrice Thomas affirme, dans un livre nauséeux, avoir été témoin d'un acte illégal dans la villa du couple, à Marrakech. Une scène qui n'avait pas choqué le couturier à l'époque. Dans son livre Saint-Laurent et moi, une histoire intime Hugo Document, paru le 12 octobre, Fabrice Thomas, qui fut l'amant du célèbre couturier Yves Saint-Laurent et de son Pygmalion Pierre Berger, révèle la face sombre du couple infernal, deux icônes, deux hommes d'exception, mais deux hommes malades sexuellement, comme il les qualifie dans une interview à la chaîne canadienne TVA Nouvelle, diffusée le 27 octobre. 8 ans durant, de 1984 à 1992, ma vie auprès d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger a ressemblé à un tourbillon, écrit Fabrice Thomas, qui fut le chauffeur du patron de la maison de couture, puis du designer, avec qui il a entretenu une liaison de 3 ans.
Une descente aux enfers surtout, jalonnée de pratiques sexuelles violentes et extrêmes. J'avais été l'objet sexuel de Pierre et j'étais devenu l'amant dominateur d'Yves. J'étais passé de l'un à l'autre, d'un côté puis de l'autre du fouet, mais je me trouvais encore entre les deux, résume-t-il. Sa puissance libidinale était impressionnante. Pierre, grâce à la libre pensée de ses parents anarchistes, instruits et insoumis, avait toujours vécu son homosexualité comme une forme de sexualité parmi d'autres, sans culpabilité ni entrave, explique l'auteur, engagé par le groupe de mode après être passé dans sa chambre du Plaza Athénée. Mais progressivement, sa passion sadique prend le dessus. Sa puissance libidinale était impressionnante. J'en ai bien connu, pour ma part, la face destructrice. Elle est profondément attentive, souligne Fabrice Thomas. À partir de là, j'ai rejoint sa cohorte d'amants soumis à des séances de dressage qui sont ensuite devenues la norme entre nous, jusqu'en 1989 où j'y ai mis fin. L'auteur, en laisse et à quatre pattes, raconte ainsi une scène, où Berger, dit monsieur, l'a giflé, fouetté au sang et fixé des pinces à mollette à ses tétons, avant de lui uriner dessus, en l'injuriant, en le droguant au popper et en regardant des films porno, avec son assistant. Quand il ne conduit pas le fondateur de la maison Isle, le jour, Fabrice Thomas escorte le couturier drogué dans ses folles équipées, la nuit. Yves était une proie sexuelle. C'est ce qu'il aimait à être, ses préférences sexuelles portant à une soumission immodérée, raconte-t-il. Il opérait de la même manière avec Pierre du temps de leur vie commune. Il s'esquivait par la fenêtre de sa chambre pour aller s'encanailler sur les quais et dans les parcs où il recousait des boutons à quelques Marocains ou Algériens qui ne demandaient pas mieux que de recevoir quelques francs pour ce service pour lequel ils auraient eux-mêmes payé. Les jeunes hommes du jardin Majorel. Fabrice Thomas accompagne également Saint-Laurent dans sa villa de Marrakech, au Maroc, où lui et Berger ont acheté le jardin Majorel, en 1985. Y défileront Andy Warhol, les Rolling Stones et Catherine Deneuve. La Villa Oasis est une villégiature sexuelle, une de plus, pour lui et pour Pierre Berger, écrit-il. À propos du tourisme sexuel, en vogue à l'époque chez de nombreux artistes, l'auteur précise qu'Yves et Pierre n'étaient pas des touristes, ils avaient développé des relations suivies, voire amicales, avec certains de leurs jeunes amants. Une scène, décrite dans le livre, relate même un acte de pédophilie. Yves Saint-Laurent a pris l'habitude d'accueillir de jeunes hommes qui se présentent à la porte du jardin. La Bambouseraie, c'est les Tuileries de Marrakech, plaisante-t-il. Un lieu de rencontre gai. J'y vis passer des hommes, des étrangers et des locaux, de tous âges. Jusqu'au jour où je vis l'impensable, relate Fabrice Thomas, saisi par la colère et la rage. L'intendant agenouillé devant un adolescent prépubère debout devant lui, nu comme un verre. Tenant ses fesses à pleine paume, il suçait avidement l'enfant qui se laissait faire en regardant en l'air, tenant à la main un billet. C'est toléré, ce genre de choses? Demande-t-il le soir même au couturier. Oh, dans la Palmeraie, il se passe bien plus de choses encore. Les autorités préfèrent faire comme si elles ne savaient pas. Et pourtant, tout le monde sait, évidemment. Effaré, Fabrice Thomas insiste. Mais là, ça se passe chez toi. C'est un de tes employés qui fait ça avec un gamin. Réponse de Saint-Laurent. Pas chez moi, non. Le jardin Majorel est public. Dans son livre Lettre à Yves Gallimard, Pierre Berger se souvenait aussi comme ils étaient gentils et beaux, ces garçons marocains. Ils jouaient tous au football, avaient le corps musclé. On avait avec eux des rapports qui ne sentaient ni l'argent ni la vulgarité. Pierre Berger. Je ne suis pas pédophile jusqu'à ce jour, aucun témoin n'avait pu confirmer la rumeur. En mai 2011, Luc Ferry avait accusé sans le nommer un ex-ministre F.
إياك نستعين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قاعد شي ما تقول أنت؟ لما راجع عندي تقول لي أنا فيها التابعة وفيها العكس. واش ما بغيتها بنتي؟ كي ندير؟ واللي سيدي ربي دعي سيدي ربي. لا يا نهار نمشي عند سيدي فلان. راه قالوا لي تمشي عند سيدي حزم. مالو سيدي حزم؟ واش هو يدير لك؟ سيدي حزم مات مسكين واللي مات انقطع عمله. الدعاء عبادة فلا ينبغي أن تصرف لغير الله. لو كان ينوض سيدي يحيى ولا سيدي حازم وينوض ويسيب الناس يدعي ويقول لهم واش رديتوني رب، انا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. حتى حبيبي رسول الله يقول قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تمشي انت تسب الناس في هذه الوليان مساكين والعياذ بالله، واحد يذبح لغير الله، واحد يقول انا سيدي جيت عندك وانت يا راجع يا سيدي ربي، وواحد وكل شيء الناس يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. يا العباده يا الاتباع نتاع النبي في علاقه العبد مع ربه. يا ودي عمرو سيدي النبي مشى عند شي قبر مقيده ايه؟ عمرو علمكم سيدنا رسول الله مشوا عند السحاره اللي بغى يقضي صالحه. من اتى ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، ومن جاء ساحر فقط ليختبره ماشي صدقوه لا ترفع له صلاة 40 يوما. اسجد ولا اجلس؟ اسجد ولا اجلس؟ اسجد ولا اجلس؟ يا الله. حنايا رايجة عندنا السحور والقزون والدفيش ورايجة عندنا مساكين دوك الوليان اللي ميتين الناس تمشي عندهم، ماشي تمشي عندهم تدير كيما يدير النبي صلى الله عليه وسلم تدعي لهم الله. سيدنا النبي كان يزور الموتى من الصحابه يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه. تدعي لهم لان الحي هو اللي يعبد، الميت مات ما يقدرش يعبد. خرج من الدار ديال العباده مشى للدار ديال الحساب، انقطع عمله ما بقاش الدار ديال العمل، روح للدار ديال الحساب. انت اللي راك باقي حي راك في الدار ديال العمل، انت اللي تدعي له لانك انت من يعمل. جاونا سيدي ادريس واحد المراه جات بالعيون كانت فما واحد الشجره، راه غتقول الخبر ياك غتقول الخبر ولا غتقول؟ ايوا جات فما واحد الشجره تاع سيدي ادريس كانت قديمه يتحكوا عليها بابا قال تقلع لهم التابعه ولا تقلع لهم بوزلوم ولا ما نعرفش. ها جات تحكك عليها وطاحت عليها قتلتها. عندكم الخبر ولا ما عندكمش؟ ايوا هكذا. واش الشجره تداوي؟ واش الحجره تداوي؟ واش البقره تداوي؟ واش الحيطان يداوي؟ واش الميت يداوي؟ لو كان الميت يداوي روحه. واش انتم ما عمرو شفتوا واحد مسرح قدامك ميت ويجي عنده واحد يقول له نوض الساعه قادر يجيب لي الماء توضا، يقول لك انت ابوها لي هذا مات ما يجيبلكش البيدو، هذا ما يجيبلكش حتى البيدو اللي توضا وراه كاين ها البيدو حذاه ها الماء حذاه وما ينوضلوش. فين عاد يقول لك راه يعطيك اللي ما عندهاش المراه اللي ما عندهاش الاولاد اللي فيها التبع بحال اللي عنده كراج ديال الوليدات خصو الاولاد يمشي. هاش صحح عقيدتك، صحح ايمانك، صحح علاقتك مع ربك. بغيت تتبع النبي في علاقتي مع الله فصحح ايمانك بالله وعقيدتك، واعلم انه في هذا الكون لا يعبد بحق الا هو، ولا يسجد الا له، ولا يركع الا له، ولا يسأل الا هو، ولا يكشف الضر الا هو. قل اللهم مالك الملك، الملك هو الملك بتاعه، حتى لا راك تملك شي حاجه هي ملكيه فقط مؤقته وانت مستخلف، اما الملك كل شيء مالكه هو الملك.
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Qui est Ahmed Daraz, celui qui suit la première dame de France comme son ombre? La petite trentaine, ce Français d'origine marocaine est le bras droit attitré de Brigitte Macron, soufflent les proches du couple présidentiel. Un parcours des plus inédits. J'ai 31 ans, en échec scolaire de partout, un jeune rabougri sur lequel personne ne misait, se présente Ahmed Daraz, lorsque les médias français cherchent à profiler les marcheurs du candidat Macron. Dans la vie civile, il est tout de même gérant d'un bar-tabac du côté de Milly en Aveyron. Il faisait partie de la garde rapprochée du président français durant sa visite officielle au Maroc en juin dernier. Et c'est Ahmed Daraz qui accompagne Brigitte Macron dans tous ses déplacements. Certes, il n'est pas investi d'une mission officielle, mais on le dit très actif au sein de La République En Marche. En 2016, il fait partie des référents d'En Marche en Aveyron. Il avait notamment pour tâche d'assurer les dispositifs de protocole et de sécurité durant les déplacements d'Emmanuel Macron. Socialiste, il a rejoint les rangs d'En Marche aux premières heures du mouvement. Fidélité récompensée par le menteur Macron, Ahmed Daraz figurait parmi les convives au dîner, au soir du premier tour des élections présidentielles, organisé par Emmanuel Macron, au restaurant parisien La Rotonde, un événement qui avait suscité une petite polémique à l'époque. Avant cela, Ahmed Daraz avait intégré l'équipe de direction de la campagne présidentielle de François Hollande. En 2013, élu conseiller municipal, il devient membre du cabinet du maire socialiste de Millau, Guy Durand. C'est Jean-Marie Girier, alors directeur de campagne du candidat Macron, qui repère le jeune homme et le soutient pour être le chaperon de Madame Macron. Aujourd'hui, il est maintenu à ce poste et des liens profonds se sont créés entre le couple et le jeune Daraz. Peut-être figurera-t-il dans le staff d'un éventuel cabinet de la première dame, lorsque le statut de cette dernière sera fixé.
une des promesses de campagne du candidat Macron. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله